Bienvenue dans la French. Encore merci pour tous vos commentaires, encore merci pour tout votre support. On est vraiment très content de voir que la communauté aime beaucoup ce qu'on fait. Et on revient avec un format que vous avez beaucoup apprécié. C'est le format pionnier et pionnière de la tech. Cette fois-ci, on a un invité ou une invitée secrète. Voilà, on va essayer de deviner qui c'est ensemble. Et on va le faire, bien sûr, avec Steve et JB. Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. On va parler d'IA, de LLM, de grands modèles de langage. On va parler de SLM, de petits modèles de langage. Donc voilà, c'est un épisode vraiment où on va découvrir cet aspect de la recherche et où est-ce qu'on en est au niveau de l'état de l'art sur ces sujets. On va parler de données synthétiques, enfin vraiment des choses qui font vraiment le cœur de l'IA mondiale aujourd'hui avec l'une des meilleures du monde. Ah, j'ai dit déjà son genre. Ouh là là, faut faire attention. Peut-être c'est un indice, peut-être c'est pour un indice, brouiller les pistes. Peut-être pour brouiller les pistes, c'est ça. C'est parti. On va le refaire à la Julien Lepers, hein, si vous vous rappelez. Moi, j'avais bien aimé. Allez, on repart là-dessus. Mais est-ce que tu penses que tout le monde sait qui est Julien Lepers? Non, mais on m'a dit en commentaire. Je pense qu'il devrait aller voir. En commentaire, quelqu'un a dit pourquoi il n'y a jamais de ballon à question pour un champion? Parce que Julien Lepers. Ah, super. En commentaire, on a des bons. Allez, je rappelle le jeu en 4 points, 3 points, 2 points ou 1 point, selon vous, si vous trouvez plus ou moins rapidement qui est notre invité. Allez, donc pour 4 points, indice chez vous. Je suis une chercheuse française et entrepreneuse dans l'IA générative et je figure de l'excellence académique française. Je suis issue de l'école normale supérieure Ulm, pas Cachan, pas Lyon, Ulm. Ça s'appelle plus Cachan. Ça s'appelle plus Cachan? Ça s'appelle Orsay. Ça s'appelle Orsay, bon bah voilà. De l'ENS Ulm. Et là où d'autres se contentent de scraper le web, moi j'applique la rigueur des humanités numériques à l'ingénierie des données. Je suis la preuve que la recherche fondamentale est le premier maillon de l'IA générative. Donc là, on est vraiment dans le cœur. Et notamment, je suis co-autrice de 2 papiers de recherche. Le premier, c'est sur la première famille de modèles de langage entraînés directement sur des données ouvertes, des open data. Donc ça, c'est un premier papier de recherche. Et le deuxième papier de recherche, je suis co-autrice d'un papier sur la plus grande collection de données éthiques pour l'entraînement des LLM, pour le pré-entraînement des LLM. Donc 2 papiers de recherche publiés. 4 points. Ah, c'est dur, hein? C'est toujours dur. Hein, moi, je pense que 4 points, je l'aurais pas. J'aurais pas. J'aurais peut-être le sujet général, mais je l'aurais pas. Si vous l'avez en 4 points, vous le mettez dans les commentaires si vous savez qui c'est. Allez, on part. Je suis une contributrice majeure à la recherche en open science sur les pipelines de pré-entraînement. Je suis co-autrice de papiers techniques qui définissent les standards actuels de la curation de données tels que Common Corpus et des datasets spécialisés tels que Medical Commons, French Public Domain, Newspaper Dataset, etc. J'ai copiloté la création de datasets massifs audités et nettoyés, démontrant par A plus B dans les benchmarks techniques que la qualité des tokens prévaut sur la quantité brute, remettant en cause le dogme aveugle des scaling laws. Là, 3 points. Ça c'est velu là. Là, ça commence à être. On rentre dans le cœur du sujet. J'aurais quelques noms. C'est une pionnière, voilà. C'est une pionnière, donc voilà, faut y aller quoi. Allez, pour 2 points. Alors, pour 2 points, on y va. Je suis lauréate avec mon équipe du concours des créations d'entreprises liées à la recherche en 2025, eLab, et je suis spécialiste des données synthétiques permettant l'émergence des SLM, c'est-à-dire les Small Language Models, ultra spécialisés, qui battent les géants généralistes comme, alors ça c'est mon préféré, Baguette au tronc, fantastique, que j'ai promu récemment au CES de Las Vegas, et ça avec succès. Et ça c'est pour 2 points. Moi, j'aurais eu, c'est bon. Ouais, t'aurais eu baguette au tronc. De toute façon, c'était, voilà. De toute façon, c'est à la French, baguette au tronc. Ouais, mais c'était quand même fantastique. Bientôt, croissant au tronc. Croissant. Pinte au tronc. Ou chocolatine au tronc. Attention, là, on crée un schisme dans l'écosystème. Allez, si vous ne l'avez pas, il nous reste un dernier point. Je suis la cofondatrice et la CEO de Playas, un laboratoire de recherche devenu start-up qui fournit aujourd'hui l'infrastructure cognitive et les jeux de données souverains pour entraîner les prochaines IA françaises, européennes et mondiales. Mon prénom est Anastasia. Mon nom commence par Sta et finit par Senko. Je suis Anastasia Stasenko. Bienvenue Anastasia. Bienvenue. Salut. Merci. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. On t'a cité plusieurs fois dans le podcast, dans les épisodes précédents, notamment qu'on parlait d'IA open source, vraiment open source, de jeux de données éthiques. Et donc on ne pouvait pas ne pas t'inviter parce que avec Playas,
c'est en partie une partie de votre mission principale, c'est de nettoyer un peu tout ça, quoi. Oui, on est allé assez loin. Franchement, je pense qu'on peut le dire. Parce que, c'est quoi l'IA finalement open source? On peut parler des poids ouverts, donc des IA open weights. Donc, les développeurs, enfin les labs mettent quelque part des modèles et vous pouvez utiliser des poids. Et du coup, soi-disant, c'est ouvert. Mais sauf qu'en fait, il y a un truc qui définit ce que c'est réellement un modèle d'IA et davantage, un modèle d'IA génératif, c'est bien le set d'entraînement. C'est le set de données, son corpus. Enfin, j'aime bien le mot corpus, en fait. Il est un peu plus, il me fait un peu plus penser à ce qu'il y a réellement dedans. Enfin, c'est tous ces textes, les nuances, etc. En fait, c'est vrai que quand on a commencé en 2024, il n'y avait quasiment pas en fait d'IA réellement open source, à savoir en fait des modèles qui étaient publiés avec à la fois leur code d'entraînement, mais aussi les datasets sur lesquels ils étaient entraînés. Donc là, c'est déjà un peu la première chose par rapport à laquelle on s'est révolté, on va dire. Bah non. Il me semblait qu'il y avait, alors corrige-moi, hein, je me défère, bien sûr. Il me semblait qu'il y avait Bloom, je crois, qu'il y avait, alors en France. Tu as tout à fait raison. Bloom, aussi GPT NeoX de Lothaire AI, qui étaient vraiment des pionniers sur le sujet. Et en fait, là, peut-être, on peut même... C'est vrai que c'est plutôt rare. Ouais. C'était très, très rare. Et c'était plutôt des projets de recherche. Donc, des projets quand même assez académiques, même si, effectivement, Lothaire, on aime beaucoup chez Pléias Stella Bederman, qui est la fondatrice de Lothaire, continue d'œuvrer dans l'espace ouvert sur tous ces sujets, évidemment. Mais en fait, il y a aussi ouvert et ouvert. Et Lothaire est un bon exemple, là où en fait l'ouverture avec le fair use, tel que c'est le cas aux États-Unis, s'arrête un peu en Europe. En fait, lorsqu'on parle de la publication et de l'ouverture de datasets de données, cela veut dire qu'ils doivent rester ouverts. Donc il y a une question quand même un tout petit peu de durabilité de cette ouverture, d'accord? Parce que, effectivement, et donc c'est arrivé effectivement à Lothaire, lorsqu'ils ont publié leur dataset d'entraînement, en fait, ils ont été dépubliés, donc assez rapidement, parce qu'il y avait des copyright owners, qui avaient identifié qu'il y avait des livres entiers, donc qui étaient sous droit pour le coup, et qui ont exigé de Hugging Face de dépublier ces sets de données. Donc en fait, on avait aussi un sujet, ok, c'est cool de faire de l'open source, de publier des choses, mais en fait, il faut que ce soit durable, parce que l'idée, en fait, c'est la reproductibilité, et c'est le fait, aussi, en downstream, de ne pas avoir de risques légaux, de risques de, effectivement, maintenant, on doit réentraîner parce qu'il y a eu dans le set initial des données sous droit, etc. Mais pour être clair, c'est-à-dire c'est des données où les copyright owners avaient autorisé, on va dire, l'entraînement, mais n'autorisaient pas la diffusion du dataset. Mais à la base, ils étaient OK ou c'était un peu flou, on ne sait pas trop? Écoute, avec Lothaire, c'était beaucoup plus simple. Ils se sont dit, on fait une bonne chose, on fait de l'open source, on a scrappé des bouquins, on va les publier. Et moi, franchement, je viens aussi plutôt de en réalité, de cette tradition. Je ne suis pas la défenseuse du copyright. Je suis vraiment pour le partage, en fait, des connaissances et des la culture libre, quoi. Évidemment. En plus, en étant russe, Libgen, tout ça. J'ai beaucoup contribué aussi quand j'étais plutôt ado. En téléchargeant des bouquins. Voilà, donc, bien évidemment, c'est des bouquins en philo introuvables. Voilà, bref, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un sujet finalement, un sujet économique, un sujet d'acceptabilité. Et donc, lorsqu'on essaye de faire avancer les choses dans les recherches, face en plus à des labs qui ne publient rien, et en fait. Et qui utilisent de fait plein de données complètement... Mais c'est difficile de le prouver, il faut aller au tribunal, tu vois. Donc maintenant, on va au tribunal et on a tout ça. Il y avait eu un précédent, je crois, je ne sais plus quel, ils avaient jailbreaké le modèle. Et ils lui avaient demandé de générer une diffusion, je ne sais plus, mais ils avaient demandé de générer une image de Star Wars à tel timecode, et ça avait généré l'image du film à en fait, timecode. Tu le regardes, hein, moi, au début de Copilot, notamment sur GitHub, en fait, tu lui demandais des fonctions, par exemple, de timestamp, où il n'y avait quasiment que VLC, et il te reproduisait... mais VLC est open source. VLC, machin. D'accord, mais c'est pas parce que c'est open source que tu as le droit, et c'est open source sur certains droits. Et ça, c'est assez important, et je sais pas si tout le monde se rend compte, c'est que, en fait, les droits d'auteur, c'est très compliqué. Dans la vidéo, c'est absolument
absolument incroyable parce qu'en fait, même le monteur, le cadreur, le mec qui enregistre ont des droits. Mais même dans l'édition, par exemple, il y a des bouquins qui ne sont pas tombés dans le domaine public. Par exemple, il y a beaucoup de débats sur le livre d'Anne Frank qui, normalement, devrait être dans le domaine public. Mais comme il y a une édition avec quelques modifications de quelque chose qui était, etc. Et tu as le même sujet sur, par exemple, Le Seigneur des Anneaux. Tu vois, il y a des modifications. Directors of Directors non, par le Cut, fils, Director's par le fils, parce que normalement. Sans parler d'ouvrage Augmenté. collectif. Ah pardon, je croyais que tu parlais du film. Non, on parle pas du film. Il y a, de toute façon, dans la culture, il y a deux types de gens. Il y a ceux qui ont vu le film et ceux qui ont lu le livre. Et ça, c'est pas la mais même en fait, chose, tiens. il faut le comprendre, c'est que les droits d'auteur sont beaucoup plus compliqués et surtout sont beaucoup plus manuels qu'on ne croit. C'est-à-dire que tous ces trucs-là sont gérés dans les maisons d'édition, des maisons de publication, quasiment avec des fichiers Excel. Et souvent même, tu peux te tromper. C'est-à-dire que tu le fais même pas exprès. C'est que, ah bah non, j'ai utilisé un truc parce que tu utilises des milliards de Dans le cas tokens. d'un entraînement, c'est foutu, quoi. Si ça a été contaminé, c'est mort. Pour une raison fondamentale qui est que si, en fait, ta source de données, c'est uniquement le command crawl. Et c'est la raison pour laquelle nous, en fait, on était vraiment les premiers, on reste quasiment les seuls, en fait, à ne pas utiliser les archives du web, le command crawl, comme la base, en fait, de notre set de données. C'est quoi le command crawl, voilà. Le command crawl, donc, c'est effectivement, c'est les archives du web. Donc, il y a une organisation, donc, qui s'occupe, en fait, de constituer les archives du web. D'ailleurs, ils sont 5, je crois. Donc, en fait, c'est vraiment ce même sur l'open source, il est très juste. Enfin, tout ce grand machin de l'IA. Toute cette énorme infrastructure qui tient sur voilà, cette sur un petite personne Donc, au c'est 5 Nebraska, personnes quoi. qui font ce dataset de données. Qui crawl, donc qui scrape, qui collecte des pages web, d'accord. Et donc, en fait, dès qu'on commence à s'intéresser à comment ça fonctionne, on voit plusieurs limitations. Bon, déjà, en réalité, il scrape pas des documents. Il scrape pas des documents PDF qui sont plus lourds que 5 mégas. Donc, imaginez déjà la chose. Ils scrapent des pages web et ils doivent respecter le robotexte, mais bon, voilà, parfois il n'y a pas de robotexte, parfois, enfin bon, il y a deux choses. Le robotexte, juste pour contextualiser rapidement, c'est ce qui dit qu'un crawler, donc quelque chose qui parcourt Internet, ce qu'il a le droit ou pas le droit d'aller chercher sur un site. Voilà, donc effectivement, il y a déjà beaucoup de sujets liés à cela. C'est quoi la taille du command crawl ? Alors, la taille du command crawl, ça doit être à minima plusieurs milliers de milliards de mots. Donc, c'est à peu près 3-4 milliards de mots, voire plus. Donc, ce qui est disponible. 1000 milliards. 1000 milliards, pardon. Teratoken, quoi. Teratoken. Voilà, exactement. Donc, mais en fait, une fois qu'on part de ces archives du web, et par exemple, ce que Bloom a fait. Moi, en fait, vraiment, ma révélation sur ce sujet s'est produite quand on a fait une étude, encore en 2022, de ce que c'était, en fait, le dataset de Bloom. Les gars qui ont bossé sur Bloom, c'est des super gars. Ils avaient en plus une démarche très éthique. Mais en fait, quand on a commencé à regarder ce qu'il y avait, il y avait surtout des cookies et du porno. Je suis désolée de le dire, sur la partie française en tout cas. Et moi, je me suis dit, c'est quand même dingue qu'avec des cookies et du porno et des mentions d'utilisation légale du site, on réussit à quand même créer des modèles qui savent généraliser, qui savent raisonner, qui savent faire des trucs. Là, je me suis dit, oula, les transformers sont quand même méga forts. Bref. Mais donc, il y avait un autre sujet, au-delà des cookies, donc sujet qualité, il y avait aussi sujet de donner ce droit. Parce que, comme tu disais, on ne peut pas filtrer tout ce qui est la reproduction par même un mec qui se dit, ok, tiens, je vais juste mettre sur mon blog des gros extraits des articles du New York Times. Vous vous souvenez là de ce gros scandale quand New York, scandale, c'était en fait en lawsuit, ils sont allés au tribunal et démontraient que du coup GPT-4, à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était sur GPT-4, pouvait reproduire des pans entiers d'articles de New York Times qui étaient en fait même loqués. Comment ça se fait ? Parce qu'en fait, ces articles sont tellement reproduits sur le web par des tiers, qui mettent des bouts, etc. Et que du coup, comme la qualité est jugée par les classifiers qui sont utilisés pour upsampler en fait les trainings, c'est très améliorer très la importante. qualité, voilà, ouais. Du coup, les modèles voient ça, voient ces bouts de texte plusieurs fois durant l'entraînement et peuvent les mémoriser jusqu'à quasiment, effectivement. Donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'il y a un débat entre est-ce qu'ils ont vraiment copié le New York Times ou est-ce que c'est parce que tellement de gens l'ont copié qu'à la fin, ça ressort. Mais ils ont fait les deux. Ils ont fait les deux. bien sûr. Et c'est pour ça que c'est pas possible. C'est pour ça que nous, on reste vraiment très sceptiques sur le fait que, sur cette volonté, et qui est beaucoup promue en Europe, autour de la donnée souveraine, de filtrer le crawl à l'infini pour s'assurer que c'est impossible. Donc c'est quoi
Toi, vous c'est faites comment, en opt-in, fait? du coup. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, du coup, parce que c'est bien de critiquer, mais il faut quand même aussi Qu'est-ce faire que à vous un faites de moment. différent? Donc, qu'est-ce qu'on a fait de différent? En fait, on a vraiment une approche basée sur la provenance, c'est-à-dire qu'on a discriminé les sources dès le début à partir desquelles on prenait en fait des documents. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait la collecte du domaine public exclusivement à partir des répertoires des bibliothèques nationales. Donc ça veut dire que vous, par rapport aux autres qui vont exclure des contenus jugés problématiques, vous, c'est l'inverse, vous incluez des contenus que Exactement. vous avez qualifiés. Tout à fait, exactement. Okay. On inclut. Donc c'est Quoi, domaine public, Creative Commons, des choses comme ça. Alors, Creative Commons, c'est plus compliqué que ça parce que, de nouveau, on ne prenait que Wikipédia, donc Wikipédia c'est structuré, exactement. Et en fait, ensuite, donc, sur le domaine public, c'est en fait des livres tombés dans le domaine public selon la Convention de Berne. Et tu disais bien, il y a énormément de donc Rabelais, ça va, mais tout ce qui est du début du XXe siècle, c'est un peu compliqué. Ouvrages collectifs, il y a plein de choses très complexes, mais pour le coup, on a été on était un peu radicaux, donc vraiment, on n'a quasiment pas des choses post 1910-15, quoi, voilà. Et effectivement, on s'est basé surtout sur l'immense travail qui a été déjà mené par les bibliothèques nationales européennes, dont la BNF, etc., etc. Donc, et effectivement, on a utilisé leurs métadonnées. Et comment tu fais pour accéder à ces métadonnées? Tu as dû discuter avec eux ou en fait ils le mettent déjà ouvert? Ils le mettaient. Ils le d'accord. mettaient. D'ailleurs, ça c'est un autre truc. Quand on travaille dans l'open data, ce dont on va se rendre compte assez rapidement aujourd'hui, à l'âge de l'IA, c'est que, en fait, l'ouverture, elle est un peu en train de se... Ouais, Voilà. Il y a une disparition des datasets. Le truc, c'est que, par exemple, prenons l'exemple de la BNF. Si vous nous écoutez, Bonjour vous savez bonjour de la Bibliothèque nationale de France. C'est des clients. Vous connaissez déjà notre opinion. Bref, donc le truc, c'est qu'il y avait une API disponible pour les chercheurs, à partir de laquelle on pouvait effectivement récupérer, par exemple, les données de Gallica, d'accord, avec toute la métadonnée et surtout, en fait, des documents, des PDF, donc des documents ossérisés, d'accord. Bon. Ossérisé. Okay. Donc effectivement, alors, c'est l'OCR, juste comme ça pour ceux qui savent, OCR, Optical Character Recognition. C'est la donc reconnaissance du texte, quoi. Voilà, à partir des images, donc parce que vous imaginez donc des livres anciens, on photos les a de numérisés, livres. effectivement. Bon, le truc c'est que quand tous ces détenteurs en fait de données qui sont ouvertes normalement se rendent compte que en fait les gens viennent prendre cette donnée et faire des trucs sympathiques avec. Pour la valoriser, du coup. Et ils se disent, oula, du coup, pourquoi on ne commercialiserait pas tout cela, d'accord? Et la BNF, à un moment donné, tout simplement, fermé son API. Et donc, il y a des chercheurs, et du coup, c'était des collègues en humanité numérique, qui ne pouvaient plus accéder à des corpus qui étaient, en fait, leur sujet de recherche. Donc, c'était quand même problématique. La même chose est arrivée avec Internet Archive. D'accord. Et là, c'est pour le coup vraiment une tragédie parce que du coup, aujourd'hui, cette donnée qui était auparavant et qui fait partie des biens communs, du bien public, c'est dans le domaine public. Aujourd'hui, il n'est pas vraiment accessible, donc, sauf si donc, on passe par l'API payante d'Internet Archive. Bref. Mais est-ce que ça ne pose pas la question, parce que j'en remets à ce que tu disais, par exemple, sur le New York Times, en fait, que il le voyait partout. Et donc, en fait, ce n'est pas tellement la reproduction de l'œuvre, c'était plutôt la concentration de la captation de valeur, en fait. C'est-à-dire que, du coup, toute la valeur c'était diffus. Donc, peut-être qu'il y avait un laisser-faire. Et peut-être, est-ce que la question, je me demande en tout cas, si la question n'est pas de dire, en fait, le problème, c'est pas tant que ce soit libre ou pas, machin, c'est qu'en fait, il y a une valeur qui est captée de manière extrêmement concentrée, voire abusive. Dans un épisode, on parlait des crawlers IA qui font n'importe quoi, qui foutent des sites complètement au tapis et tout. Bien sûr. Et donc, du coup, voilà, ouais, tu penses que c'est un sujet plutôt lié à ça ou stricto sensu du fait que, en fait, on n'avait pas pensé qu'il y avait une manne. Après tout, maintenant qu'il y en a une, on va la valoriser nous aussi. Non, bien sûr que c'est... je veux pas... comprenez-moi bien, je veux pas critiquer... je veux pas dire que les personnes donc, responsables de ces projets open, ils se sont réveillés avec une immense envie de gagner plein d'argent et se sont dit, tiens, on va tout fermer. Non, bien sûr qu'il y a une vraie injustice, en fait, qui se produit parce que ces projets doivent vivre. Mais exactement. Mais c'est le même sujet maintenant avec les projets Wikimedia. On est leur partenaire stratégique. Voilà, on discute beaucoup avec eux. C'est pas évident comment faire. Je pense qu'en revanche, la fermeture, surtout des projets qui sont subventionnés par l'argent du contribuable, ce n'est pas une bonne chose
dans tous les cas, même si l'injustice, il faut la constater et il faut œuvrer davantage à soutenir des projets qui proposent des alternatives. Ça, je suis d'accord. Mais si on revient un tout petit peu juste sur la question de la provenance, il y a, à part le domaine public, qui est cool, mais il n'est pas suffisant, ni en termes de quantité. Pourquoi c'est pas suffisant ? Écoute, c'est quand même de la donnée surtout, beaucoup littéraire, d'accord. Donc c'est beaucoup de littérature. C'est pas mal de sciences aussi, mais c'est de la science qui n'est pas forcément à jour. Ouais. C'est aussi une donnée qui est très complexe à manier parce qu'on a parlé de l'OCR. Il faut savoir que par exemple Gallica, encore aujourd'hui, n'existe pas. La qualité de l'océrisation, elle est terrifiante. Il y a des bouts entiers de livres donc numérisés qui sont, c'est des signaux, Mais alors que c'est du livre imprimé. Inexploitables. Mais c'est du livre imprimé. C'était des livres imprimés qui ont été numérisés. Mais mal numérisé. Et numérisés, des images sont OK, donc on peut reprendre ces images s'ils ont été gardés. Parce que n'oublions pas que tous ces projets n'ont jamais assez d'argent pour aussi le stockage de données. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Donc, concrètement, c'est une donnée difficile à manier et pas suffisante, en fait, si l'on veut développer des modèles de langage qui ne sont pas seulement dans la prédiction du prochain token, mais qui sont davantage dans la compréhension, qui réussissent à développer ce qu'on peut appeler des reasoning primitives, donc des primitives de raisonnement, et qui vont ensuite être bons en fait, à des tâches, d'accord ? Donc, à des tâches liées au raisonnement, liées au travail avec le texte, qui c'est pas seulement du bon style. Mais ça veut dire que si j'entraîne que avec des données littéraires de la moitié du 19e siècle, mon LLM, il va me répondre comme Flaubert, et il va avoir le même style. Écoute, on a un projet en cours sur le sujet, donc on saura bientôt. Ça fait rêver beaucoup de gens, en fait. Ça sera quoi un LLM entraîné uniquement sur Zola. Je prends toute l'œuvre de Zola. Ça s'appellera Flaubert. Bon, c'est l'ancien des Transformers. Est-ce qu'on pourra finir est-ce qu'une IA pourra finir la légende de Perceval ? Ouais, bonne question. En fait, il y a plusieurs questions. C'est pas juste une question de style, c'est aussi une question de raisonnement. C'est une question d'amener d'autres types de contenus, ou c'est juste une question de durée, de temps? C'est amener d'autres types de contenus, c'est amener d'autres types en fait de raisonnement, comme tu le dis si bien. Et c'est aussi la question de la diversité. La diversité, elle est très importante dans ces corpus, certes. Ça, c'est vrai, mais quand même, elle n'est pas... Donc, tu fais comment? Donc, si le domaine public ne suffit pas, qu'est-ce que tu rajoutes? Open data. Et donc là, pour le coup, la France n'a pas à rougir, puisqu'on a vraiment de très bonnes initiatives en open data. Data.gouv.fr, c'est de la data qui est utile. Malheureusement, c'est plutôt les DILA avec leurs repositories venus directement des années 90. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que si on ne connaît pas ce type de site, vraiment caché, pas mal indexé, avec de gros PDF qui ne sont pas dans le crawl, si on ne sait pas, on n'a pas cette donnée. Et donc, comment tu fais pour connaître ces sites? C'est des habitudes, c'est du réseau d'archivistes, c'est l'expertise et la communauté. En fait, nous, avec mon cofondateur Pierre Carle, on vient vraiment de ce monde, en fait, le monde d'open data. Ces sujets-là, et lui particulièrement, il les a énormément travaillés. Donc, du coup, on partait déjà avec un gros bagage. Mais ce gros bagage, en fait, il était quand même assez franco-allemand, je dirais, franco-allemand-italien. Et moi, de mon côté, avec une petite expertise sur l'Europe de l'Est, les pays baltes. Donc, ça, on connaissait. Mais ensuite, c'est la communauté. Donc, en fait, lorsqu'on préparait Common Corpus, donc c'était, notre plus gros dataset et qui a un peu, quand même marqué la communauté open source, qui est encore aujourd'hui le plus gros dataset, donc avec des contenus avec licence permissive uniquement, 2000 milliards de tokens. Donc, troisième dataset le plus téléchargé sur Hugging Face. Mais donc, du coup, concrètement, là, on a travaillé avec la communauté. Un Discord, il y a plein de gens qui venaient et qui nous pointaient vers les datasets. Tu parles de Common Corpus, 2 tokens. Aujourd'hui, pour faire un LLM de bonne qualité, tu as besoin de combien? Non, mais attends, parce qu'avant ça, 2 tokens, c'était les ordres de grandeur de chiffres qu'on entendait pour des modèles, je crois, même GPT-3 ou GPT-4, c'était de l'ordre de 1 milliard, de 1 Téra, aujourd'hui, il faut quoi? Donc là, on est quand même... Aujourd'hui, il faut quoi? 10 Téra? 20 Téra? Il n'y a pas de réponse à cette question, en fait. Là, on rentre dans le débat. Pourquoi? Parce que
je peux te donner un exemple en fait de ce petit truc-là. Donc C'est ça, quoi c'est le ça fameux Alors, baguette qu'est-ce au que tronc. c'est Voilà. Ça, Baguette c'est au tronc. le fameux baguette au tronc. Donc voilà. Un C'est un zip disk effectivement, donc avec un modèle de 320 millions de paramètres, donc qui est entièrement fonctionnel. Donc si vous avez un disque reader et Ça existe encore, Ça ces existe trucs-là? encore. C'est pas cassé? Des disques Écoute, readers zip? on a passé beaucoup de temps à repêcher ces zip disques sur eBay. Exactement. eBay, le c'était- bon coin. Exactement, c'était ça. C'était assez compliqué. Non, mais bon, ça, c'est évidemment ça. Bon, c'est du marketing, mais en fait, ça cache ça montre une réalité. Donc là, t'as combien? C'est quoi la taille, là? Donc c'est 900 mégas en fait Ok. le zip disk, et donc le modèle c'est 320 millions de paramètres. Ce En qui est quel- intéressant. En quel data type vous l'avez En 16, en 32? En BF16, en SP8 Alors ça c'est 8. Donc, 8 bits, ok. Voilà, Ok. donc Ah, c'est j'en 8 ai. bits. Génial. Et donc, du coup, avec la masse CPP, ça fonctionne sur n'importe quel ordi. Enfin, vraiment très très nul. Donc 8 Go RAM, ça fonctionne. Je peux voir bien sûr. Attends, très nul, c'est 8 gigas de RAM. Très nul, c'est 8 gigas de RAM. Tu vois la recherche dans l'IA. Aïe, aïe, aïe. 8 gigas de RAM, ordi très Alors moi, je suis en train Attends, d'essayer de trouver des Pentium 3 avec... Non, mais en fait, ce qui est fantastique, c'est qu'en plus, Mehdi, il nous avait vendu, non, il nous avait vendu une floppy. Une floppy. Et donc, quand on a vu, on était là, ah non, c'est un zip, mais c'est trop cool quand même. En C'est fait, vachement trop bien. Moi, quand j'étais ado, c'était 321 mégas. le zip, c'était le truc Millions de des riches. paramètres. Tu vois, ouais, mais du coup, FP8, non, Donc, ça FP8. marche. Playage Baguette au tronc, vous le téléchargez immédiatement. Il est sur Hugging Face d'ailleurs. Donc là, on a vu comment aujourd'hui l'enjeu de l'open data, l'enjeu des données ouvertes, elles sont ouvertes, mais parfois pas très longtemps, ou pas comme il faut. Il y a des enjeux de copyright, on ne sait pas trop. Vous vous attaquez à la source, vous dites si la source est bonne, à la sortie, ce sera bonne, plutôt que aujourd'hui les chats GPT ou les OpenAI ou autres qui crawlent tout et qui filtrent a posteriori. Et vous aviez fait un article, je me rappelle, avec Pierre Carl, une publication LinkedIn où vous parliez de la génération d'images. Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, toute la génération de Ghibli, toute la génération de Oui. Tintin, de choses comme ça. Et en fait, ça marchait tellement bien parce qu'en fait, on prend tout, on respecte rien. Et en gros, on fait juste attention à qui va nous attaquer en justice. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais si vous essayez de faire Disney, c'est compliqué Disney. OpenAI, là, ils ont un partenariat avec Disney maintenant. Mais à l'époque, ils ont Ouais. peur des avocats de Disney. Par contre, Tintin et RG Mais, s'en foutent. Nintendo. Ghibli s'en foutent. J'avais ghibliifié une photo avec un t-shirt Mario. Mais Nintendo, ils Et rigolent bah, pas. en fait, en plus, vu que c'était un modèle, le modèle OpenAI, c'était un modèle autorégressif, en fait, on voyait ça genre, et dès que ça arrivait à Mario, là. désolé. Désolé, nous ne pouvons pas. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Et moi, j'avais une question un petit peu, c'est comment ils se font attraper? Comment on retrouve une donnée d'entraînement qui n'était pas forcément, alors qui était pas juridiquement valide? Tu vois, donc il y avait le cas du New York Times, on trouvait les articles. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça où les gens se sont fait avoir Écoute, il y a quand même aussi l'exemple des cases contre Meta, où Mistral est cité, enfin les fondateurs de Mistral sont cités. Donc il y a aussi les cases d'Anthropic qu'ils ont d'ailleurs ils ont accepté de payer 2 milliards de dollars en fait à des détenteurs de droits. Ouais. Figure-toi que t'en as un ici. T'en as un ici. Voilà. Parce que moi, Ah. je fais partie d'un class action contre Anthropic avec Aurélie, qui est l'éditeur des Ouais. livretheques, là. Et il propose 3 000 $ par livre. Tu Oui, vois. c'est ça. Voilà. Mais Donc, quand il y a tu connais les vrais droits. d'Ala French où il a ouvert la lettre. Ouais, j'ai ouvert la lettre où je dis regardez ici Wow. la preuve irréfutable que je me suis fait voler par Anthropic. Et voilà, et donc, mais 3 000 $ par livre, si tu veux, c'est rien, c'est pas le vrai prix. En fait, ils vont hacker le truc, tu vois. Évidemment, évidemment. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut démontrer tout cela? En fait, c'est du prompting adversarial. Donc, on essaye ce que tu faisais avec Mario, les personnages de Nintendo, tu peux le faire de manière massive et de manière surtout maintenant avec des modèles de raisonnement. On peut rentrer dans le chain of thought. Enfin, voilà, il y a des façons de faire. Il y a plusieurs. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu forces le modèle à ressortir l'entrée, On dit régurgiter, même, je crois. Hein. à régurgiter en fonction de comment tu lui poses la question, en disant Exactement. je veux que tu sois plus proche de la source, je veux que tu sois plus dans ce style-là. Évidemment. Et en fait, effectivement, les plus gros providers, en fait, surtout, qui ont des produits consumer, type OpenAI, Anthropic ou Google, ils ont beaucoup travaillé pour contrer ces tactiques. Parce que au début, c'était assez simple. C'était presque demander de la complétion, en fait, du prompt, qui commençait par le bout du texte. Puis, donc, on pouvait demander aussi de te faire sortir les descriptions de personnages ou autres. Et surtout, les personnages peut-être un peu obscurs, hein, donc, qui vraiment, dont on parle pas beaucoup. Parce qu'on a des gens qui produisent du contenu, des vidéos, du texte ou ainsi de suite. Comment aujourd'hui, pour s'amuser, ils peuvent voir si une IA elle a reproduit leur contenu?
Tu disais, ils peuvent, quoi, par exemple, taper un bout de leur poème ou un bout de leur texte. Toi, tu disais que c'était fini, ça marchait plus, ça. Bah, après, c'est fini quand même avec les modèles disponibles via les API commerciales. Les modèles frontières propriétaires, c'est presque sûrement fini. Bon, peut-être sur des cas, peut-être un des langues, Disons, il faut les jailbreaker, quoi. un des langues plus mineures, un des langues type, je sais pas, par exemple, estonien, lituanien, on peut tenter des choses. Je pense que là, on peut encore jailbreaker avec ce genre de choses relativement facilement. À tester. Je suis pas Juste comme ça, convaincue, on mettra dans les commentaires la liste, mais il y avait des jailbreaks hyper cool. Juste quelques-uns comme ça. Ils mettaient les recettes du New York Times Cookbook fait par des chefs uniques. Ils mettaient la recette, puis ils te donnaient la recette. Évidemment que c'était copié, tu vois. Mais tu as quelqu'un sur Twitter qui s'appelle Pliny the Liberator, qui est un gars anonyme qui s'amuse à jailbreaker. Et so far, jusqu'à présent, il a réussi à jailbreaker. Même, je crois, la dernière fois, il y a Anthropic qui l'a mis au défi. Et en fait, c'est marrant parce qu'en plus, il est troll. Tu vois, il répond avec, tu vois, le truc en mode, ils sont là, ouais, cette fois-ci, Pliny, t'arriveras pas. Puis il répond avec le jailbreaker. Puis il y en a un que j'ai bien aimé, c'est la fonction reverse square root dans Quake 3. Oui, qui est la fameuse, où même les commentaires et les insultes dans les commentaires étaient générés par Claude. Donc il y a vraiment plein, ou comme tu disais, dans ceux qui s'amusent avec Midjourney, si tu mets le timestamp ou si tu mets même la description de l'image d'un film, parce qu'il y en a qui tu la retrouves. Ils prenaient une image, ils la passaient dans un VLM, donc Visual Language Model, ils demandaient une description un truc et il réinjectait ça et tu retrouvais le truc exact, le Batman ou le Joker. Il y a des exemples sur Star Wars, c'est pas exactement pareil, mais c'est la même chose. C'est la même photo. Donc voilà, donc il y a des petites histoires, mais donc si ça marche plus, sauf dans les petits. Est-ce qu'il y a des manières de retrouver ou il faut juste les attaquer en justice au hasard en disant vous avez sûrement mon contenu. Écoute, mais je crois que c'est quand même maintenant on peut le truc parce que il y a énormément de fuites sur les téléchargements d'Anna's Archive, tout cela, donc. C'est parce qu'en fait, il y a une question évidemment de reproduction. Donc, en fait, il y a une question de vol à l'inférence et il y a une question de vol à l'entraînement lorsqu'en fait le modèle obtient ses capacités. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils commercialisent en fait, OpenAI ou Anthropic ? Les capacités de leur modèle, d'accord ? Donc, c'est pas le texte en tant que tel qui est généré, mais c'est la capacité à raisonner. D'accord, et qui est obtenu à partir de cet agrégat en fait, et où se retrouve ton bouquin, la captation indirecte de valeur en fait. Exactement. Merci, mais maintenant c'est fini. C'est ça en fait. Donc du coup, c'est pas évidemment c'est marrant de reproduire à l'identique, mais la question c'est pas uniquement à l'inférence, mais à l'entraînement et comment en fait la valeur ensuite elle est captée et distribuée. Et je pense que c'est on peut là où on doit aller, d'autant plus que comme je disais. Les frontières là, bien entendu, travaillent avec le synthétique aujourd'hui et les attaques tout simples de type je peux reproduire mon contenu du coup paye-moi, ça va plus fonctionner en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui on rentre dans des modèles qui sont vraiment sophistiqués. C'est pas de la prédiction du prochain mot, c'est la prédiction du prochain monde. Le monde voulant dire plusieurs choses en réalité. Donc aujourd'hui, il faudra plutôt penser la distribution de la valeur économique. Sa captation, et c'est pour ça que je pense que, pour nous, c'est une question de la décentralisation de l'IA qui nous anime quand même vraiment beaucoup, qu'on essaye de peu faire avancer. Et j'avais un truc sur Wikipédia, ils se font tellement attaquer, ils disaient Wikipédia, l'information est gratuite, mais pas notre infra. Donc vous devez discuter avec nous parce que ça coûte, notre infra coûte. Il y a une chose importante à dire, c'est que le fait de tout prendre sur le web, c'est plus du tout ce que font maintenant les Frontier Labs, en fait. Cette époque-là, elle est assez révolue aussi. Je vois qu'il y a eu de mon point de vue profane, il y a une grande époque où on voyait les nombres de tokens, tu sais, qui étaient de l'ordre de entre 2 et 4 tératokens. Et j'ai l'impression que d'un coup, il y a eu un bump à 6, 8, 10, maintenant on voit des 15 tératokens. Donc ça veut dire j'imagine, il y a eu un écartement de la donnée. Mais donc si tu ne la prends pas sur le web, tu la prends où ? Les Chinois le disent, les labs chinois le disent de manière pour le coup assez ouverte. Tu prends de la donnée sur Anna's Archive, d'accord ? Donc tu télécharges. Anna's Archive, qui est on va dire une shadow library, disons ça comme ça, une grosse shadow library de plein de contenus. C'est la suite de LibGen, mentalement. C'est exactement ça. Et en fait, Anna's Archive propose des dumps
immense en fait de livres donc qui sont entièrement sous droit et c'est des livres parfois même franchement qu'il est difficile d'acheter sur Amazon même enfin donc on parle voilà donc il propose des dumps entiers qui coûtent je crois à mon dernier les dernières news c'était que c'était autour de 300 000 $, enfin un truc comme ça. C'est-à-dire que les gens payent à Nazarchive des mais contenus Nvidia piratés. était C'est génial. on sait que Nvidia l'a fait, donc ça a été ressorti. On est clairement dans le risk management. On est dans le, ask for forgiveness, not for permission. Enfin, on est vraiment dans mais le. mais je te rappelle quand même 300 000 balles. Ouais, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, il y a quand là, même c'est du un- subvention, c'est de la subvention. Je veux dire, je te rappelle que Aaron Schwartz, il s'est suicidé pour avoir téléchargé beaucoup moins. Donc juste quoi. parce qu'on avait fait un short là-dessus et donc Aaron Schwartz, juste pour rappeler, mais c'était cet entrepreneur qui a cofondé Reddit et qui s'était battu pour la science ouverte et qui avait téléchargé quelques articles, enfin une partie, mais quelques articles de recherche qui étaient financés par la recherche publique en général et qui voulaient casser le monopole des publishers. Il s'est fait attraper en vidéo en train de télécharger vraiment manuellement le truc. Et il a eu un procès pour $1 million. Il a eu tellement honte qu'il s'est suicidé quelques mois avant le procès. Alors que là, on est en train de tout voler, tout piller. Même les livres des meilleurs. On est en train de tout piller. Et justement, l'initiative comme la tienne, c'est de dire non, venez, on fait bien dès le début, quoi. On fait bien dès le début. Et il y a quand même un autre sujet aussi. Parce que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, quand on voit ces 36 000 milliards de tokens ou tous ces trucs-là, il faut comprendre ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas que du contenu crawlé sur le web et il n'y a pas que du contenu volé, mais il y a surtout de la donnée synthétique. Pourquoi, en fait? Parce que... C'est quoi la donnée synthétique? La donnée synthétique, c'est de la donnée produite par d'autres IA, en fait, selon des procédures, des process plus ou moins sophistiqués et complexes. Donc, c'est pas simplement, comme on aime bien présenter la donnée synthétique, on envoie un prompt à l'IA, donc à un modèle, et il génère quelque chose. Et on entraîne là-dessus. Si on fait ça, ces modèles collapsent, ça c'est assuré, donc ça a été déjà démontré. Alors justement, parce que le modèle collapse, désolé parce que tu es une chercheuse à avancer sur ces sujets, mais donc tu disais, données synthétiques, c'est de la donnée qui est générée par des IA, parce qu'en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on manque de données. On n'a plus assez de données de qualité pour entraîner des modèles, on a tout consommé, donc on doit générer de la donnée pour continuer à entraîner les modèles. C'est un peu ça l'idée de la donnée synthétique. Exactement. Mais c'est pas qu'on n'en a plus assez, en fait. C'est qu'on n'en a jamais eu. Parce qu'il faut penser à la chose suivante. Quand vous travaillez, quand vous utilisez Claude Cowork ou Claude Code, il est quand même capable de faire des choses pour lesquelles, en fait, les instructions n'existent ni sur le web, ni dans les livres, etc. Donc, en fait, il faut modéliser les tâches, donc que le modèle va être amené à réaliser. Et pour le modéliser, on peut partir effectivement de la donnée réelle, les bouts de code, donc en Rust. Ça va être des bouts de code récupérés depuis, donc effectivement GitHub, etc. Mais après. Claude Code commence à être bon, commence à être crédible même sur, par exemple, du software qui n'est pas un open source, d'accord, et qui n'a pas été forcément publié, en fait, et auquel on n'a pas accès. Donc, comment on essaie de modéliser ce type de choses à travers donc, de la donnée synthétique pour utiliser dans certaines phases d'entraînement. Moi, j'ai juste une petite question parce que, voilà, pour le profane, il y a quand même un côté, tu sais... Voilà, si on rebranche, tu vois, le pot d'échappement à l'entrée d'air, on voit bien que, tu vois, donc on parle au-delà évidemment, on parle du modèle collapse, mais comment en fait on se sort, si tu veux, de cette impression, en tout cas dans la réalité, de finalement ce problème, si tu veux, de premier ordre, de premier principe, si tu veux, de dire oui, mais si on réinjecte la sortie d'un truc qui est lui-même machin. Est-ce qu'il y a un truc qu'on ignore quand on a cette approche ou je peux expliquer l'idée du modèle collapse et en répondant en même temps. Donc effectivement, l'idée du modèle collapse, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on commence à entraîner en fait les modèles, réentraîner les modèles sur les sorties donc produits par d'autres modèles d'IA, en fait, on va diminuer la diversité donc, en input de l'entraînement. Et en fait, on va perdre en densité de l'information. Et donc, ce qui va amener à la perte donc, même des capacités de généralisation et à des capacités de raisonnement donc, que le modèle aurait pu apprendre à partir des textes même très non structurés, mais très divers, donc, qui seraient issus
du web ou donc d'autres sources. D'accord. Donc ça, c'est effectivement, il y a eu des articles qui ont démontré cela, donc que effectivement, donc si on entraîne sur des sorties de modèles, cela en fait empire donc la qualité des outputs des modèles ainsi réentraînés, mais ne les améliore pas. Il y a vraiment cette démo qu'on mettra en vidéo, mais il y a vraiment cette démo où on a, dans ce papier de recherche de 2024, où tu as une trentaine de portraits de gens, des hommes, des femmes, des gens de différents endroits du monde, et ils demandent de la régénérer et la régénérer et la régénérer. Et à la fin, tu n'as plus que des... Là, dans le cas des vidéos, mais tu n'as plus que des hommes et des femmes blanches et qui se ressemblent énormément. Parce qu'en fait, si tu veux, les IA, c'est quoi? C'est des fonctions de moyennisation. En fait, ils détruisent du signal, ils détruisent du signal au fur et à mesure. Et en fait, à la fin, quand tu fais cette itération, tu régénères, c'est le JPEG qu'on recompressait. C'est ça. Voilà, et à la fin, ça se dégrade. Donc cette vidéo, elle est assez impressionnante. Et ça, on voit qu'en fait, tout se moyennise, entre guillemets, sur ce qui est le plus commun, quoi. Et donc, on perd ce signal. La densité de l'information, effectivement. En fait, justement, il y a... derrière ça, quand on lit le papier, notamment sur le Model Collapse, qui est davantage sur des LLM texte, quand on regarde cela, on comprend que là, on a de la génération synthétique très naïve, d'accord? Donc, on prompte, et même parfois les prompts sont générés par d'autres modèles, d'accord? Donc, on est dans cette... voilà. On fait des prompts, qu'on génère le prompt par IA pour demander à une autre IA, pour faire de la donnée synthétique, pour entraîner notre IA. Voilà, donc... Bien sûr. Pas de problème, ok. Donc, concrètement, en fait, les façons non naïves de faire cela, il y en a plusieurs, et en fait, leur portée est déjà démontrée en termes d'efficacité sur l'entraînement. En fait, c'est de voir des données seed, des données originaux, en fait, donc, et qui, pour le coup, doivent venir des documents donc, assez variés, en fait. Et ensuite, on va modéliser donc, la génération. Par exemple, ça peut être la modélisation du fameux RAG, Retrieval Augmented Generation. Lorsque les chunks de texte, donc les bouts de texte, les différents seeds, sont pris tantôt comme contexte, tantôt comme contexte adversarial, on génère la query par rapport à plusieurs, donc on génère même la question, donc la demande de l'utilisateur fictif, qui aussi, lui, en fait, peut être contrôlé comme un persona. Donc, il y a des travaux extrêmement intéressants là-dessus. Et en fait, on va arriver à un pipeline, finalement, très contrôlé, d'accord? Donc, et où on va injecter la diversité, on va demander de la diversité à travers le contrôle de certains features, donc pour modéliser tantôt des tâches, tantôt le raisonnement. Et cela fonctionne très très bien, surtout pour les tâches, pour les domaines vérifiables. Donc c'est pour ça que le code, les maths... Tu arrives à l'ancrer à le réancrer dans le... dans le réel, quoi. Parce que, voilà. En fait, si tu génères du code et que ça compile, que ça fonctionne, tu sais que quelque part ça fonctionne, même si c'est écrit un peu n'importe comment. Et pour les maths, effectivement, avec Lean, donc avec les provers, on réussit quand même à avoir effectivement des datasets qui sont assez larges et qui permettent aux modèles tout petits et avec relativement peu de données, donc d'avoir des performances qui sont non seulement comparables, mais excèdent parfois en fait ceux de très grands modèles entraînés sur des volumes beaucoup plus larges de données. Ça veut dire quoi, très petit? Très petit, en fait, on peut parler de 7 milliards, 8 milliards. Par exemple, le DeepSeek Prover, c'était 7 milliards de paramètres. Okay. Donc, à partir de quelle taille on dit SLM? Tu vois, c'est une question qui arrive souvent. 1 milliard. Quelle est la taille d'un microservice? Ouais, voilà, vous avez 4 heures. Quelle est la taille d'un SLM? Mais c'est pour ça, qu'est-ce que tu dis petit, quoi? Ça veut dire quoi? Selon toi? Ouais, alors, selon toi. Selon nous, selon Pléias, en 2024, au début 2024, SLM, c'était 8 milliards de paramètres. Donc, c'est d'ailleurs ce type de modèle qu'on a commencé. 8 milliards. Donc 8 milliards, ça veut dire que... C'était SLM à l'époque. Donc, et on commençait déjà à mettre en production ce type de modèle, donc, et qui fonctionnait mieux que même GPT-4, voilà, sur des use cases pour lesquels on spécialisait. Pour info, nous, l'écrasante majorité des déploiements de modèles qu'on voyait en prod, c'était des modèles de 8 milliards de paramètres. Mais bien sûr, parce que ça fonctionne. C'est facile à manipuler, quoi. Et surtout, ça arrive, 8 gigas de RAM, tu l'as, quoi. Même en FP16, 16 gigas, tu l'as, quoi. Un PC de préhistoire, de petits trafiquants de 8 gigas, tu peux y arriver, quoi. Donc, OK, on était en 2024, SLM, c'est 8 milliards. Aujourd'hui, c'est quoi? Donc, aujourd'hui, en fait, les SLM, c'est quand même plutôt en dessous d'1 milliard de paramètres.
Donc Ok. c'est ça qu'on Bon, ça va vraiment... comme, qu'on- C'est dit, quand même ça- vachement amélioré. Ça te quoi. donne une barrière. En dessous du milliard, c'est SLM. Ouais, moi, j'ai vu des tiny. Il y a des papiers de recherche, des tiny modèles de 70 millions de paramètres. Et c'est des modèles qui sont, à ce moment-là, qui sont généralistes ou ils sont spécialisés dans une tâche? Alors, donc, justement, en fait, spécialisé pour une tâche, bon, on l'a vu déjà avec même des encodeurs type BERT, on peut faire des trucs, voilà, c'est assez impressionnant. Justement, est-ce que ça serait possible d'avoir un modèle quand même qui est capable d'adresser une quantité de tâches assez importante et qui est capable aussi de faire de fonctionner à partir aussi de son contexte, donc qui va faire aussi de l'incontexte. Ça, c'est quand même assez important. Et qui va avoir des capacités de raisonnement qui peuvent être appliquées à des différentes tâches. L'idée, c'est de ne pas avoir sur une disquette un chat GPT, mais avoir un modèle de raisonnement qui pourrait, par exemple, travailler avec la donnée en la restructurant, en l'analysant, donc en donnant, par exemple, comme en exécutant un nombre de tâches et de fonctions, par exemple pour le RAG, d'accord, qui est quand même assez important. Hein, et c'est ça les cas d'usage. L'écrasante majorité, c'est la summarisation. Exactement. Exactement. Et puis après, nous, par exemple, aujourd'hui, on travaille sur les modèles de même taille pour le function calling. Et pour le function calling, évidemment, on va jamais tout couvrir parce que c'est même pas possible. Donc, mais il y a des bundles, donc des groupes de tâches, donc que l'on peut, de manière très réaliste, déjà avec très bonne performance, avoir sur un tout petit modèle comme cela. Et quand on cherche à faire des petits modèles, le sujet le sujet, c'est quoi? C'est je veux consommer moins de RAM et faire tourner ça sur des orties moins puissants, sur un téléphone. C'est non, mais en fait, la taille de téléchargement, en fait, c'est un vrai sujet. Ça commence à être un vrai sujet. Ça coûte moins cher en inférence parce que finalement, générer un token finalement est plus simple. C'est parce qu'on le fait à partir de moins de données et ça coûtait moins cher à entraîner. C'est quoi l'effet d'échelle, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui motive les gens à faire des SLM aujourd'hui? Alors, je peux répondre qu'est-ce qui nous motive nous, en fait, et aussi peut-être Liquid AI, qui est une autre start-up américaine quand même très financée, qui font des choses comme nous, en fait. Donc, nous, qu'est-ce qui nous motive? En fait, c'est la croyance, donc la conviction que l'IA serait réellement le levier de l'automatisation à échelle s'il est décentralisé et s'il peut, en fait, appartenir à des entreprises, des individus et qui peuvent se l'approprier de manière, non seulement, disons, conceptuelle à travers le cloud, mais de manière aussi en termes de hardware. L'installer, quoi. D'accord, installer. Sur la partie inférence ou entraînement? Sur la partie inférence et dans le futur sur la partie entraînement, parce que on va évidemment vers le continual learning, et ce type de choses. Mais ça, on est encore trop... Je me permets juste un truc, c'est parce qu'entre entraînement et inférence, parfois le terme inférence, l'inférence, moi j'aime bien que tu expliques. L'inférence, c'est la récitation, entre guillemets. Oui, en fait, l'inférence, il vient du terme que quand on entraîne un modèle, on lui donne pour faire simple, des exemples, et puis à la fin, quand on lui donne des nouvelles informations qui ne sont pas dans son corpus d'entraînement, on lui demande tout simplement d'inférer un résultat. D'où le terme inférence. Mais donc, c'est un peu la récitation. Donc, c'est quand on fait un prompt et qu'il répond, c'est de l'inférence parce qu'il récite. Parce qu'il infère, non, c'est pas il récite, il infère un résultat puisque il peut pas. Non, mais oui, mais le terme est bien choisi du coup. En tout cas, comme l'a présenté comme ça, je trouvais ça chouette. Mais ce que tu dis, c'est assez rigolo. Nous, ça fait plus d'un an là au CES, donc 2025, on a fait la démo pour VLC qui faisait donc du speech to text pour faire des sous-titres à partir de son et de la voix, mais surtout, c'était la traduction parce qu'en fait, le speech to texte, il y a plein de gens qui le font. Et puis YouTube le fait toujours. Mais la traduction vers toutes les langues, c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils n'ont pas le contenu. Et notre objectif, c'était de le faire tourner sur une machine normale. C'est-à-dire pas dépendre d'un service web qui un jour va être coupé. Et en fait, notre problème, c'est qu'on n'a pas réussi à le mettre en prod pour le moment. C'est qu'en fait, il y a tellement d'utilisateurs et que le modèle de speech to text, c'est 1 giga, mais le modèle de traduction, c'est 10 gigas. Et juste la distribution, en fait, de ce modèle, c'est un vrai problème. C'est que AI Edge, le problème, c'est la distribution et les runtime. Ce que tu décris, ça me parle beaucoup parce que c'est aussi un but que je chasse, c'est-à-dire, moi, je le conceptualise comme étant AI as a primitive, tu vois, as opposed to AI as a product. Si en fait, c'est un peu l'AI comme produit, c'est le play, au final, c'est la fin, si tu veux, du plan OpenAI, c'est-à-dire on a tous notre
jumeau AI Notre digital. AI qui se voit, Voilà, on ça, la sent, qui se médiate, enfin qui médiate avec les autres, etc. Et tu as l'autre qui pour moi est la plus grosse part du gâteau, c'est-à-dire l'AI comme primitive sur laquelle en fait, un peu comme à l'époque les databases finalement, pénètrent toute l'économie parce que ça devient quelque chose sur lequel on construit des produits, des verticaux, des... Exactement, mais parce que nous, en fait, évidemment, on faisait par exemple partie de la cohorte Local AI Builders de Mozilla. Donc, effectivement, on avait créé par exemple un assistant de recherche qui fonctionnait sur des ordinateurs vraiment assez, quand même, enfin, voilà, pas du tout top. Où on a des use cases encore aujourd'hui où on fait tourner le fameux baguettotron sur Android offline. Donc, c'est compliqué. L'inférence marche en réalité assez bien, c'est assez rapide. Enfin, parce que ouais, c'est pas un problème de capa. la génération de la réponse en mode RAG, de nouveau, parce que c'est pas que de la génération pure, mais en mode RAG, c'est 25-30 secondes avec des références, etc. On sera meilleur assez rapidement. Là, c'est avec nos forces. On parle quand même sur un téléphone Android. Et il y a une question de mémoire, c'est que Est-ce que le prix de la RAM est un facteur? Bien sûr que oui. c'est un facteur. Non, mais attends, mais c'est un immense facteur parce que quand on parle parce qu'il y a une question effectivement de processing power, enfin du pouvoir de processeur, ça, c'est pas forcément un sujet. Le sujet, c'est de la disponibilité, de la RAM. Et c'est pour ça que même si tu as un Mac en temps soit peu potable, en fait, tu peux... 60 Go de RAM. Non, mais attends, le problème, c'est que, OK, le problème, ça va pas être ça va pas être le problème de CPU. Le problème, ça va être de la disponibilité de la RAM et on voit ce qui se passe. Parce qu'il y a un sujet quand même qu'on a tendance aussi à oublier, ou en tout cas qu'on ignore des fois, c'est que pour chaque token qui est généré, on doit lire tout le modèle. Donc si le modèle il fait 50 gigas, et ben pour chaque token, et qu'on doit le faire à 20 tokens secondes, on parlait la dernière fois, vous savez, de la zone un peu d'or des chatbots, et ben on doit lire 20 fois par seconde 50 gigas. Et donc ce qui devient, au-delà évidemment de la taille, parce que c'est bien beau d'avoir en RAM. les derniers Mac, Rapide. non mais tu vois, avec 512 gigas de RAM, machin, on peut mettre des modèles de 512 milliards de paramètres en FP8 et tout. Chaque token, il faut le lire. Donc si c'est pas... Et ce qui est intéressant d'ailleurs sur le Edge, enfin quand on me dit le Edge, c'est-à-dire les téléphones, les Macs, etc., c'est pas tant clairement la capacité de calcul stricto sensu qui a été quand même le sujet il y a 2 ans, de teraflop, etc., teraops, machin, après voilà, modulo de marketing. C'est clairement, bon, évidemment, la taille mémoire, mais surtout la distribution. Et puis dans le cas de JB, parce qu'on en parlait régulièrement, c'était oui, mais la version de CUDA, elle n'est pas la même, machin. Et du coup, c'est le bordel. Mais vraiment, comme tu dis, ouais, c'est quand même un gros sujet. Toi, Anastasia, toi, l'idée des modèles que tu peux installer chez toi, souverain, que tu peux contrôler dans ton entreprise, que tu peux être capable de déployer chez toi, c'est sur ton device aussi? Parce que l'idée des petits modèles, c'est quoi? C'est sur les téléphones, sur un Raspberry Pi. Là, on a vu la folie, Moldbot, OpenClaw, là, les personnels assistants. Toi, c'est vraiment ça l'idée. C'est l'idée que soit tous honneurs de nos IA, quoi. Et la taille, ça joue. Tout à fait. Qu'on soit honneur de nos IA. Et il y a aussi une question de vraiment scaling de tout cela dans l'économie réelle. Parce que nous, on est quand même avant tout B2B. Parce que je pense on n'ose pas assez le B2C. Mais voilà. Donc, on est vraiment B2B. Donc, quand on parle avec des entreprises françaises ou européennes, ils ont l'infrastructure qu'ils ont. Et je veux dire, cette infrastructure-là, elle ne va pas changer magiquement du jour au lendemain. Elle ne va pas se transformer en celle d'une start-up IA native, qui d'ailleurs, même elles, n'ont pas des infras permettant réellement, en fait, de déployer de l'IA à l'échelle telle qui va vraiment... si vous voulez, power toute l'économie, toute la bureaucratie qui est derrière. En fait, aussi assez révélateur pour nous, c'était lorsque on a commencé à travailler avec la DINUM sur leur projet Albert, donc c'était il y a longtemps. Ils disposaient de 3 GPU pour le staging, pour tout. Voilà, 3 GPU. Si vous avez 3 GPU et vous devez assurer un service continu, vous faites comment? Bien sûr. Vous ne pouvez pas faire autrement qu'avec des... Donc, en fait, nous, on est toujours parti un peu de ces contraintes et qui ne me semblent pas en fait virtuelles. Parce que, OK, il y a un sujet, on aura plus de GPU, machin. Il y a un sujet d'énergie. OK, on ne va pas parler de géopolitique, mais il y a un sujet d'énergie. Il y a un sujet de maintenance de toutes ces infrastructures. Et il y a aussi le sujet d'augmentation de quantité de données que l'on va devoir... En fait, il y a le sujet de test to compute, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'entraînement, mais aussi les modèles d'aujourd'hui génèrent plus de tokens, en fait, pour leur chaîne de raisonnement, etc. Donc, on a, dès que les tâches deviennent plus complexes, plus agentiques, comprennent l'utilisation des tools, etc.,
on va avoir plus d'inférences. On va générer plus de tokens. Et voilà, donc il y a plus de bandes passantes. Quoi. Et pour aller encore plus loin, dans ta vision, ça veut dire que, donc, OK, moi je vais faire de l'inférence en local, j'ai déjà commencé, je vais en faire de plus en plus. Mais est-ce que ça veut dire que aussi je vais entraîner des petits modèles dans le futur en tant que petite société, en tant que start-up Est-ce que l'entraînement aussi, ça va être un sujet pour tout le monde ? Bah, écoute, moi j'y crois. Voilà, c'est un débat. Je pense qu'il y a, en tout cas, tout le monde est un peu effrayé par l'exemple de Bloomberg GPT. Vous vous souvenez, il y a juste avant la sortie de ChatGPT, Bloomberg donc a entraîné son LLM, donc son LLM de finance, qui fonctionnait plutôt bien. Mais sauf que GPT 3.5 et GPT 4 l'ont surpassé très rapidement. Et là, tout le monde dit, non mais attends, on va dépenser 10 millions, 20 millions, 50 millions, je ne me souviens plus quel était le budget de Bloomberg GPT, pour ensuite se faire dépasser par OpenAI en une seconde. Du coup, je vais utiliser leur API. Comme 90% des startups qui faisaient un wrapper d'OpenAI, et où par exemple, tu vois, et qui, quand le modèle nouveau sort, ils font mieux, toi t'as fait un RAG, ils font mieux que toi. On l'a vécu, c'est pour ça. Et tu dis, ah merde, putain, 6 mois de boulot défoncé, quoi. Mais en tout cas, Bloomberg se fait rattraper. Ouais, mais tu vois, ok, ça c'est un exemple, mais quand tu regardes le papier, quand tu comprends ce qu'ils ont fait, tu comprends qu'ils ont juste pris de la donnée des articles, ils ont entraîné dessus et dit, oui, c'est spécialisé finance. Mais sauf que c'est pas spécialisé finance. C'est juste un modèle de langage qui a vu pas mal de données Bloomberg. Mais il n'y a pas eu du tout le design et la réflexion pourquoi on le fait. Bref, donc, en fait, chez Pléias, on aime bien cette phrase « The model is the product ». Le modèle est le produit. Et moi, j'y crois de manière assez ferme, surtout en voyant en fait ce que l'on peut faire aujourd'hui avec la donnée synthétique. Et on a plusieurs cas d'usage en télécom, en énergie nucléaire, en transport, donc avec des gros acteurs, où, en fait, on a déjà entraîné des modèles spécialisés pour eux. C'est surtout des modèles 600 millions de paramètres, donc c'est des analogues de Qwen. En termes de compute pour entraînement de ces modèles, ça nous a, c'est 4 GPU pendant un jour et demi. C'est pas dingue. Et en fait, le gros du travail, c'était dans la modélisation de données synthétiques qui étaient, en fait, par exemple, je prends le cas énergie, c'est requirement engineering. Donc, en fait, il y a... Voilà, donc, vous voyez, donc, en fait, on est... il faut imaginer, on est dans un cas de figure où, aujourd'hui, ces tâches sont remplies par des systèmes experts. Vous vous souvenez ce que c'est, donc des règles de logique, etc. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de modéliser cela et de générer de grandes quantités de données avec aussi de l'adversarial dedans, les choses qui fonctionnent pas, des chemins, du raisonnement, etc. Et entraîner des modèles dessus. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est pas juste la quantité de données, la qualité des données, c'est aussi la modélisation et la structure de la donnée qui fait la valeur. Mais même surtout, j'ai l'impression. C'est surtout. Mais je voulais revenir là-dessus. Pas surtout dans le sens, pas partout, mais surtout essentiellement. Je te dirais que surtout, l'exemple de Baguette-au-tronc. Parce que là, pour le coup, c'est un modèle de raisonnement généraliste, mais sur quoi il a été entraîné ? En termes de données réelles, c'est 50 000 articles de Wikipédia. 50 000 articles, c'est rien, vous conviendrez. C'est quoi ces 50 000 C'est deux soirées à cliquer. Pierre Carr, administrateur Wikipédia, moi j'avoue, ça me prendrait plus de temps. Ah ouais, carrément. Ah oui, 50 000. Mais donc, 50 000 articles de Wikipédia que l'on a, à partir desquels, en fait, on a créé 200 milliards de tokens. Donc, c'est ça le dataset SINT. Ah ouais. Mais oui, mais tu vois, mais en fait, le Baguette-au-tronc, il est entraîné sur ces 200 milliards de tokens et ses performances dans des tâches de raisonnement général sont meilleures que, par exemple, GEMA de Google, 270 millions de paramètres, que ceux de Liquid, que ceux de Qwen, donc de taille analogue. Et en fait, alors que ces modèles-là, que je viens de citer, ils ont été entraînés sur 10 000 milliards de mots. D'accord, donc c'est parce que vous avez bien nettoyé, vous avez bien structuré, vous avez bien modélisé. Non, je ne veux pas de mots nettoyés. Désolé, je lutte contre ce mot-là parce qu'en fait, on a inclus de la donnée. On a vraiment designé, curaté. C'est de l'inclusion. C'est de l'inclusion. C'est de l'inclusion. En fait, on a mis la soirée privée.
Tu vois, Voilà. toi, tu rentres, toi, tu rentres pas. Il n'y a que des données C'est ça. VIP, tu vois. Ouais, Il y mais a- sauf que tu peux y a pas de vigile. enlever les notes, par exemple, dans les Non, trucs de non, Wikipédia, t'enlèves la ponctuation. Là, c'est une t'enlèves- soirée où, un peu comme sur l'UMA, là, où il n'y a que ceux qui sont inscrits qu'on l'adresse. Donc, il n'y a ça. pas besoin de vigile, tu vois. Tu vois, c'est un peu En ça, fait, quoi. si tu veux, la préparation initiale de la donnée seed, elle est assez importante, surtout. Enfin, bon, Wikipédia, c'est plutôt simple parce que on avait déjà de la donnée structurée, parce que voilà, depuis l'API de Wikidata structuré, donc c'est bon, ok. Mais quand on travaille, par exemple, en entreprise, en fait, on a surtout des PDF. Donc, bien sûr qu'il faut faire du VLM dessus. Ça, c'est tout un travail. Enfin, là, bien sûr, tu as raison. C'est pas. C'est même nettoyage, tu prends pas c'est- juste le PDF. c'est préparation, tu Ouais. vois. Et D'accord. ensuite, Ouais, tu choisis ce que tu veux. Et c'est ça qui est très important parce que, du coup, et là, je trouve qu'on rentre dans quelque chose de vraiment intéressant. C'est plus ok, je prends tout et après j'appuie on sur verra les bien, boutons ouais. pour filtrer, j'ai nettoyé. Ok, ça c'est le travail, oui, intéressant. Mais là, en fait, on est enfin dans un peu le data design, dans le data design et dans le fait de créer un modèle que l'on souhaite. Et en fait, mais quand on dit on crée un modèle que l'on souhaite, on peut toujours se dire ah oui, mais la bitter lesson. Enfin, si on suroptimise le modèle pour X, après, de nouveau, il va être mauvais sur tout le reste. Et même là, bon, justement, avec la possibilité de préserver la diversité que l'on a prouvé en fait avec Baguette-au-Tron, c'était ça l'idée en fait. C'était un projet de recherche qui était là pour démontrer qu'on peut préserver la densité de l'information dans le synthétique uniquement et faire du pré-entraînement uniquement sur du synthétique et avoir un modèle qui a fait du grokking, qui a généralisé et qui sait raisonner. Donc c'était ça le concept. Parce que tu peux nous donner des chiffres un peu sur Baguette-au-Tron? C'est combien de temps de travail? C'est quoi le coût? Qui finance? Enfin, ce que tu peux dire, Bien sûr. pour donner Parce un que- ordre de grandeur que les gens comprennent. Moi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est parce que tu sais, on a toujours la course. Voilà. T'as combien de GPU, toi? Moi, j'en ai 100 000. Moi, j'en ai 200 000. On voit les gens avec la casquette GPU poor. Ouais, Tu vois, voilà. ils sont GPU Il y a, pauvres en il y a un GPU, peu tu vois. cette course, je ne vais pas t'apprendre, mais Bien sûr. cette course aux chiffres, mais surtout, au-delà de la course aux chiffres, dans la réalité, tu sais, la perception que plus c'est mieux. Oui. Mais de ce que je comprends, en fait, de ce que je lis à travers ce que tu dis, c'est qu'en fait, plus c'est pas mieux. C'est mieux, mais plus c'est pas mieux. Donc, c'est Donc, quoi les ordres de grandeur, là, un petit peu ce que tu Alors, peux dire? les ordres de grandeur, bon, déjà, je fais quand même un petit aparté. Pléiades, c'est une start-up qui est bootstrapped, d'accord? Donc, c'est-à-dire que nous, félicitations. on n'a pas réussi à lever des fonds. On nous a dit, à quoi bon entraîner des modèles? Bref, du coup, concrètement... Attends que l'épisode Ça a changé, hein. sorte. Attends que l'épisode sorte. Tiens, donc- on compte. Non, Ok. non, mais en On va fait- mettre un timer. C'est ça. Time before levée de fonds, tu vois. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est quand même assez important. C'est que ce que l'on fait, c'est possible de faire avec des ressources extrêmement contraintes. Donc vas-y. des ressources extrêmement contraintes, c'est quoi? Le projet qui a mené à Baguette-au-Tron, c'est 4 mois de travail de, on va dire, 5 à 6 personnes de l'équipe qui ont pu consacrer, pas du tout le temps plein, parce qu'on a des projets clients, parce qu'on doit, voilà. Livrer. Mais donc, du coup, c'est ça. C'est des personnes qui sont malheureusement aujourd'hui, ils n'ont pas des salaires de chercheurs de méta, malheureusement. Voilà. Pas encore. L'équipe, écoutez, ça arrive. Pas peut-être. encore, pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est des gens qui, qui sont évidemment très motivés, qui ont des parcours académiques, c'est des ingénieurs aussi, plutôt quand même d'excellence, mais qui ont une grande différence par rapport à ce que l'on voit dans d'autres labs. Ils ne sont pas forcément passés par la moule Meta, DeepMind, etc. C'est-à-dire qu'on a aussi une approche assez différente parce qu'on ne part pas des mêmes primitifs, en fait. Enfin, on se dit, on ne sait pas, on va tester des choses. Ok. On n'a pas refait Et c'est Écho, entraîné est-ce sur qu'on a combien de GPU? 4 GPU. 4 GPU? 4 GPU en jour et demi. Donc, Putain, c'est quand même, Ah, c'est quand même magique, dingo parce C'est qu'en rien. fait, Ça, tu vois, c'est ce que t'as. en fait, si tu veux, ça reset compte. Bon, déjà, parce que tu sais, t'as le truc du style sur un modèle de, je vais pas t'apprendre, mais de 300 millions, du coup, tu dis, ah oui, mais toi, t'es pas dans la course. Je dis, oui, mais en fait, quand tu le testes, en fait, je te défonce, tu vois. Et donc, en fait, ça Et alors, remet. En fait, question- complètement question- l'église question du du milieu du C'est les village. protos contre les ergs, tu vois. Ouais, mais Ouais, la ouais, question, ouais. c'est si jamais on te donne, je sais pas, imagine, je te donne 64 GPU pendant 3 mois, est-ce que c'est utile? Est-ce que tu peux en faire quelque chose d'aussi encore plus incroyable ou pas?
Bah, écoute, très certainement oui, parce qu'on a déjà, si tu veux, scalé, enfin, on a scalé la création de données synthétiques. Pour en fait avoir non pas seulement de la donnée de raisonnement généraliste, mais aussi domaine spécifique. Enfin, voilà. Donc, en fait, on aura de la donnée pour entraîner. Donc, la question, ça va être plutôt, est-ce qu'il est vraiment intéressant, enfin, comment est-ce qu'on va aller au-delà de la frontière, en fait, dans quoi, en fait? Parce qu'il faut bien cibler les choses. Ce que je veux dire, si on a return ou un truc comme ça. Ce que je veux dire, c'est que si on a accès à... Imagine, je te donne ça, tu fais quoi? Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner un modèle de 32 milliards de paramètres, plutôt un mixture of experts surtout, en fait. Donc, il y a des questions d'architecture qu'il faut, voilà. Juste le modèle mixture of experts, tu peux expliquer ce que c'est? C'est un modèle qui a différentes spécialisations, entre guillemets, dans son entraînement, quoi. En fait, c'est une forme d'horizontalisation, quoi, pour faire simple. Et tu choisis dynamiquement quelle partie du modèle tu actives. Il y a le choix dynamique, donc qui se fait à l'intérieur du modèle. Donc, c'est pas comme si on envoie un prompt et il y a l'expert qui est choisi en fonction de la... C'est important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ces sujets. On ne choisit pas l'expert, donc il n'y a pas de d'experts qui sont c'est pas 8 modèles, c'est un modèle, quoi. C'est un modèle et il y a du coup... mais effectivement, on peut aussi avoir des experts actifs ou pas actifs. Bon, bref. C'est par couche. Voilà. En fait, ce qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, dans nos tests d'ablation, donc on voit que ce type d'architecture, mixture of experts, serait vraiment bon en fait pour des tâches de raisonnement sur des domaines semi-vérifiables. Enfin, on a parlé de domaines vérifiables, type code maths. En fait, le vrai enjeu, il est dans les domaines semi-vérifiables. C'est quoi? C'est la jurisprudence. C'est l'économie, la finance, tout ça en fait. Et en réalité, les comportements agentiques en entreprise que l'on souhaite, c'est entièrement du domaine semi-vérifiable. Donc, et on a aujourd'hui des preuves, à partir de ce projet de recherche et ce que l'on fait en ce moment, c'est que pour les domaines semi-vérifiables, on peut effectivement généraliser notre pipeline de données synthétiques, on peut la scaler et du coup, c'est vrai qu'on peut réussir à avoir des modèles qui sont frontières, donc peut-être pas sur tous les sujets, mais donc dans des... selon un sujet choisi déjà. Selon plusieurs sujets choisis. Mais on peut réussir. En tout cas, ils vont être très compétitifs, même avec des modèles chinois. Donc ça veut dire que là, avec plus de GPU, etc., tu vas pouvoir générer plus de données synthétiques, entraîner des modèles un peu plus gros en mixture of experts, c'est ça un peu l'idée? Exactement. Mais en fait, tu as très bien dit, en premier lieu, faire plus de données. Oui, ça j'ai bien compris que c'était le sujet. C'est très important parce qu'en fait, ça change beaucoup l'économie en fait de l'entraînement. Nos auditeurs, ils ont bien compris que l'idée c'est de bien générer de la donnée et de contrôler ton génération et pas mettre tout ce que je peux, tout le web dedans et de trier. Non, attends, mais il y a vraiment une question économique importante. Pourquoi? Parce que en fait, pourquoi ça nous a pris aussi peu de temps d'entraîner ce modèle-là? Parce que c'était entraîné sur peu de données en réalité. Parce que vous êtes fort. Mais non, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Non, parce que évidemment, la question de quantité de données, ça a évidemment l'incidence sur le temps d'entraînement. Parce que, bien sûr. Voilà. Mais donc, du coup, en fait, ça nous a coûté moins cher d'entraîner le modèle avec des performances, parce qu'on avait moins de données, d'accord? Mais il y a quand même un truc, c'est que et c'est pour ça que les coûts en fait d'OpenAI en R&D explosent aussi, parce qu'ils génèrent énormément de données. C'est pas que les runs d'entraînement lui-même, mais c'est la génération de données, la simulation. Parce qu'en fait, on fait de l'inférence. Parce que comment on génère la donnée synthétique? Qu'est-ce qu'il y a derrière les pipelines synthétiques? C'est plusieurs modèles fine-tunés. D'accord, donc il faut déjà créer des sets de fine-tune. Bon, bref, il y a des modèles fine-tunés, il y a des compilateurs, il y a des prouveurs, donc il y a tout ça. Et on jette aussi beaucoup de données parce qu'elle n'est pas assez bonne. Mais il y a aussi, c'est ce qu'on disait dans un précédent épisode, c'est que la contrainte, c'est quand même vachement plus facile que la discipline. Et quand tu as une abondance de moyens, en fait, tu n'as aucune raison d'optimiser. Mais quelque part, si tu n'as aucune raison d'optimiser, tu ne connais pas le champ des possibles. Et là, d'un coup, toi, tu arrives, tu changes complètement déjà la façon d'approcher le problème. Alors, ça peut être par contrainte, par choix, ou les deux, d'ailleurs, ou par goût, comme on disait. Et ça, c'est quand même assez fort, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en face, vu que la contrainte n'est pas, on va dire, subie, et ben en fait, on ne sait pas, en fait, finalement, de ce qu'on peut faire. Tu vois, et dire, en fait... tu vois, l'exemple, tu disais, il y a 2 ans, les SLM, c'était des 8 milliards, et donc c'était considéré des petits modèles en dessous du milliard.
maintenant 5 milliards. Donc il y a quand même eu une optimisation qui a été faite. Qui d'ailleurs, et moi je trouve ça intéressant, c'est que c'est un peu à contre-trajet, si tu veux, de ce qu'on voit dans les modèles fermés. Tu vois, en tout cas, quand tu ouvres un peu, tu vois, le rideau, tu vois que c'est des modèles qui sont de plus en plus gros, alors en MOE, enfin en Mixture of Experts, etc. Alors que finalement, l'industrie, les clients, les gens finalement opérateurs de ce modèle, en fait, ont structurellement une envie comme je dis souvent, c'est la loi d'emmerdement minimum, quoi. Tu vois, donc on a structurellement un besoin de faire baisser les emmerdements, quoi, pour faire simple, au sens large. Et du coup, là, on le voit, comme tu dis, nous, on n'avait pas machin, donc en fait, on l'a fait. Et du coup, tu changes complètement la façon qu'on a d'approcher le problème, quoi. C'est ça. Mais en fait, il y a vraiment pour nous, il y a une question de contrainte. Évidemment, on n'a pas accès à des clusters immenses. Mais au-delà de ça, au-delà de la contrainte, il y a une question en fait de notre positionnement. Parce que vous voyez, donc je pense qu'il y a un petit fil rouge qui se dessine, même. Enfin, je le voyais pas moi-même, mais c'est-à-dire qu'il y a une question en fait de toujours faire le choix par rapport à sa donnée, toujours inclure plutôt qu'exclure, toujours être dans la conscience de ce que l'on fait, pourquoi on le fait en fait, et non pas seulement le pourquoi, enfin la plus grosse performance, je ne sais pas où partout, mais effectivement aspire for greatness dès le début en fait, de planifier, de bien planifier. Tu fais tous les dominos. Ça me fait vraiment penser aux OS obèses là maintenant que tu vois versus les bikernels où tu fais tout dès le début depuis le bare metal jusqu'en haut pour être hyper performant versus le truc où en fait tu vas sélectionner la libre. En fait, c'est toujours plus dur d'aller rechercher, d'aller réoptimiser a posteriori que tu vois tout le long avoir ce côté, cette approche même. J'ai même envie de dire. Toi peut-être la thèse de recherche sur les données la plus excitante ou intéressante ou la plus décalée que tu vois en ce moment. Et je vais juste rajouter un truc parce qu'on ne l'a pas dit avant, mais en fait, il y a un passage aussi des LLM au Large Reasoning Model ou au Small Reasoning Model. Et c'est Andrei Karpathy, lui, qui avait dit à un moment, plutôt que d'avoir 400 milliards de paramètres, venez, on prend que les 1 milliard de paramètres de raisonnement et on essaie de faire tourner ça et c'est ça le Small Reasoning Model, quoi. Donc toi, la thèse aujourd'hui de recherche qui t'excite le plus aujourd'hui, ce serait quoi ? Écoute, je pense que ce qui est vraiment le plus intéressant pour moi, c'est même pas la thèse de recherche, c'est plutôt déjà la thèse de la possibilité d'engineering en fait de domaines semi-vérifiables, donc à travers la donnée synthétique. Et tout ce qu'on peut inclure dedans parce qu'en fait le problème c'est que on génère des grosses chaînes de raisonnement dans les domaines semi-vérifiables. Bon, il y a beaucoup de hacking, il y a des possibilités évidemment d'hallucination, même pour les humains c'est difficile de détecter. En fait, la question c'est comment réussir à créer des pipelines avec l'inclusion notamment des modèles par exemple de ces fameux TRM, HRM, etc. TRM, c'est Tiny Reasoning Model. Tiny Reasoning Models. Et HRM, Hierarchical Reasoning Models. Qui ne sont pas en fait des modèles de génération, mais des modèles en fait de prédiction d'une réponse en fait. C'est vraiment donc c'est quand même important. Ils sont pas. Mais donc de l'inclusion de ces différents différents types de modèles contre des modèles qui permettraient en fait de faire de la vérification durant la génération de données synthétiques. Donc en fait nous venant des humanités en fait, j'aime bien les grandes thèses, j'aime bien mais j'aime bien aussi en fait rentrer dans le détail et construire ces petits cheminements, des syllogismes en fait finalement. Ouais. Ce qu'on cherche à construire avec toute cette donnée, c'est des séries de syllogismes, de primitifs logiques, de primitifs de raisonnement que l'on peut inclure dans le modèle dès le début. Une autre thèse qui est quand même assez importante pour moi, pour Pléias en général, c'est que tout est entraînement. Tout doit être considéré comme un seul processus d'entraînement, sans cette distinction entre pré-entraînement, mid-training, post-training. Après, on fait du RL. Et il faut réellement penser à créer des modèles. Donc, il faut tenter de créer des modèles dès le début, avec un objectif, un but, qui ne soit pas évidemment trop spécifique. Et c'est quelque chose que l'on est en train d'essayer de faire, par exemple, pour télécom. Donc, est-ce qu'on peut avoir un modèle telco en fait qui se base sur des principes en fait de standards, de normes, de télécom en fait, et qui est capable de raisonner à partir de ces formats de manière efficace, non pas comme une après-pensée, un après-coup, voilà. Et donc évidemment ça, in fine, ça peut ouvrir les possibilités pour des modèles
très petits, mais qui sont capables en fait de planifier. Donc, et faire du multi-turn agentique. Voilà, ça m'excite beaucoup. Et pour répondre quand même sur les cognitive core, nous, en fait, c'était ce qu'on voulait tester. C'était ça, en fait. Est-ce qu'il peut y avoir un modèle généraliste, de raisonnement généraliste, qui est très petit. Donc, d'ailleurs, Baguetteautron, il parle aussi très bien français. Hein. Donc, il est pas mal pour le creative writing. J'étais assez impressionnée. Donc, si le cognitive core, c'est avoir des connaissances de base plutôt très bonnes, enfin, c'est en tout cas issu des meilleurs articles de Wikipédia, et savoir écrire de jolis poèmes, si c'est cognitive core, je pense qu'on y est. Le futur est bright. Le futur est bright. Moi, ce que j'ai bien aimé avec le HRM, le Hierarchical Reasoning Model, ils partent de l'idée de Daniel Kahneman. Il a fait aussi le livre qui parle des systèmes 1, système 2. Donc, on a deux systèmes de pensée, un hyper rapide, assez réflexe, et un de pensée. Et en fait, ils reprennent ce modèle-là pour générer des étapes de réflexion très rapidement, mais les re-challenger avec un système 2 un peu plus long. Donc vraiment, on essaie de reproduire le cerveau humain et comment il réagit. Ils font ça aussi avec la robotique, les instants de feedback. On faisait ça aussi en automotive quand je faisais des voitures autonomes. On avait le système 1, c'était branché, quoi. C'était genre, typiquement, c'est pas dire l'arrêt d'urgence parce que c'est humain, mais en tout cas, il y avait des systèmes qui étaient physiquement branchés, puis des systèmes qui passaient par le programme. Et ça, c'était un peu comme les réflexes qui passent par la moelle épinière ou la réflexion qui passe par le cerveau. Donc, c'est intéressant. Écoute, Anastasia, c'était bluffant. Franchement, c'était passionnant pour vous. C'était passionnant. On était vraiment à la pointe, au bout. J'espère que ça vous a plu. Il y a sûrement 2-3 termes qui étaient un peu complexes. On mettra... vous l'aurez vu parce que ça sera dans l'épisode. Mais c'était un peu complexe. Mais voilà, j'espère que vous avez capté une bonne partie. On était à la pointe de la recherche sur l'IA, les modèles de langage, les modèles de raisonnement, les petits modèles pour apprendre tout ça. Baguetteautron, si vous voulez regarder sur Hugging Face à quoi ça ressemble. Et en tout cas, c'est passionnant, ça donne envie, quoi. Ah ouais, moi je trouve ça... Moi je repars... je suis hyper content, en fait. Tu vois, je pensais qu'il y avait quand même un besoin de changer un peu le paradigme, juste plus de rajouter des chevaux à la calèche, quoi. Mais je pensais pas qu'il y avait vraiment... la frontière était encore... Puis ça prouve, tu vois, que tout est encore à découvrir. C'est génial. C'était du petit lait, merci. Hein. We are very early. Ouais, exactement. Non, mais ça donne quand même un peu d'espoir. Donc, si on veut savoir plus, playas.com. Ouais, .fr. Si on veut savoir plus, playas.fr, ça reste en France. Playas.fr, sur Hugging Face, vous avez des datasets qui sont extrêmement téléchargés. Puis, je vous êtes très prolifique sur LinkedIn avec Pierre-Carl. Donc, Pierre-Carl Langlais, Anastasia Stasenko sur LinkedIn. Il y a énormément de papiers de recherche, c'est vulgarisé, c'est sympathique. Et puis, en plus, vous faites plein de trucs utiles à la communauté. Et donc, je répète, vous vous battez pour des modèles souverains dans le sens qu'on peut installer, petits, qui ne consomment pas trop d'énergie, mais surtout très bien conçus depuis le départ, avec de la donnée propre depuis le début. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer Playas. Oui, c'est bien. Écoute, Anastasia, on était ravis. Merci beaucoup. beaucoup. Merci, bravo. Anastasia. Voilà, merci franchement, on peut même vous. applaudir à distance. Applaudissez à distance si vous voulez. C'était à la French avec Anastasia Stasenko et Playas. On était vraiment à la pointe de l'IA mondiale et on était très heureux de te recevoir, Anastasia. Et puis, à la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé. Si vous aussi, vous êtes dans cette recherche, si vous utilisez des SLM, si vous avez déjà testé les modèles hiérarchiques de raisonnement. Franchement, on est hyper heureux. Et puis, si vous êtes un chercheur, est-ce que vous recrutez Playas ? On va essayer. On va essayer de recruter. On va essayer. Voilà. Et puis, on met le timer levée de fonds. Hein, ouais, là... À la sortie de l'épisode, la levée de fonds Playas, jusque quand ? À la semaine prochaine. Au revoir, merci. À plus tard. Merci. Le chiffrement des DVD audio cet été, t'avais suivi ? Si, bien sûr. Et là, j'ai fait un autre reverse, c'est RT, les DVD qui étaient dans les caméscopes enregistreurs. Tu sais, c'était un format de DVD à la con. Le DV C'est DVD RT. RTAV, VR, truc. C'était crypté aussi. Ouais.